Depuis qu'il habite en plein cœur de la Sibérie, Christophe, un Français de 25 ans, commence toutes ses journées par jeter un œil au thermomètre. Nous, moins 49. On a. C'est une température froide là? Ouais. La première fois où on passe la barre des moins 45, c'est assez impressionnant parce que le froid devient vraiment une douleur, physiquement. Et quand on n'est pas habitué, c'est impressionnant. Après, on s'habitue à la douleur assez vite. Au bout d'un an ou deux, on s'habitue pas mal. Cela fait 3 ans que Christophe vit à Yakoutsk, la ville la plus froide du monde. En janvier, moins 45 degrés est une normale de saison. Le record ici, 64 degrés en dessous de zéro. D'octobre à avril, la capitale de la Yakoutie, une des plus vastes régions de Russie, se transforme en une cité de glace. Les bateaux sont prisonniers du fleuve Lena, entièrement gelés. La ville repose sur un immense sous-sol de glace, jusqu'à 250 mètres de profondeur. Yakoutsk se situe au nord de la Sibérie. La ville ne reçoit pas les vents chauds des océans. « 300 000 habitants ont appris à vivre ici, dans ces conditions extrêmes. Christophe, lui aussi, a dû s'adapter à ce froid glacial. Si tu peux m'apporter de l'eau, s'il te plaît. Il vit avec Jana, 29 ans, une professeure d'anglais. Originaire de la banlieue parisienne, Christophe est arrivé à Yakoutsk en 2010 pour l'aventure. Il est le seul Français de la ville. Je voulais voir autre chose que le train de banlieue tous les jours que j'ai pris pendant 5 ans pour aller à la fac. Et ça m'a attiré, le côté extrême, le fait que je voulais aussi apprendre la langue russe, donc ça allait avec. Et puis après, je suis resté pour Jana. Aujourd'hui, il est marié et a adopté le fils de Jana, Sayan, 5 ans. Ils habitent dans une petite isba, l'habitation en bois typique de Sibérie. Comme la plupart des habitants de la périphérie de Yakoutsk, ils ne disposent pas de l'eau courante, trop chère à faire venir à cause du froid. Vas-y, je le prends. Alors tous les ans, au mois d'octobre, comme le montre cette vidéo tournée par Jana, Christophe et sa famille extraient des blocs de glace directement depuis le fleuve, situé à 20 km de chez eux. Ils constitueront leur réserve d'eau potable pour tout l'hiver. Le stock de glace, une 50aine de blocs, est ensuite rangé comme un tas de bois au fond du jardin. Christophe se ravitaille 2 fois par semaine. 20 kilos sur les bras, un peu plus que 2 packs d'eau. Il fait fondre le bloc dans cette cuve au milieu de sa cuisine. Au début, c'est plutôt marrant parce que c'est inhabituel, on a l'impression de faire quelque chose de spécial, et puis après, ça devient juste de la routine, donc c'est pas en soi. Cette eau, Christophe et sa famille la boivent. Ils l'utilisent aussi pour faire cuire les aliments. Cette vie à la rude, Christophe s'y est habitué. Ce matin-là, il se rend au travail à l'université, où il donne des cours de français. Il est 9h30 du matin, il fait encore nuit noire. En ce mois de janvier, il n'y a que 6 heures de jour. Là, je vais prendre celui-ci. Notre humeur devient de plus en plus mauvaise, on s'en rend pas forcément compte, mais ça joue vachement sur l'humeur. Et on devient assez triste, assez déprimé.
sans vraiment s'en rendre compte en fait, lentement. Bon, ça c'est l'hiver. Mais cette année on a de la chance, on a eu du soleil. Les autres années on n'a pas de soleil pendant un mois. Où ça? L'année dernière, en 7 mois, il n'y a eu que 5 jours de soleil. Christophe travaille depuis 2 ans à la faculté. Il gagne 700 € par mois, le salaire moyen en Russie. Il anime des débats en français pour les étudiants de 5e année de langues étrangères. Nous lui avons demandé d'évoquer en classe le thème du froid. Parce que moi, j'ai une amie qui m'a dit que pour elle, -20, c'était la température idéale parce qu'il faisait ni froid ni chaud. Et moi, je venais d'arriver à Yakout et à ce moment-là, il faisait pas encore froid et je me suis dit, elle se fout de ma gueule. Qu'est-ce que ça veut dire, il fait froid pour vous? -10. -10? Ouais, c'est froid déjà? Oui, c'est déjà -10. Non, très froid, c'est moins 55. Froid. Froid, c'est -10. Très froid, c'est -40 ou 30. Et est-ce que vous savez à peu près comment ça se passe, par exemple, en France, quand il y a de la neige ou quand il fait froid, c'est-à-dire froid -10? Concrètement, quand il y a 5 cm de neige, la moitié des gens arrêtent d'aller au travail. Ça fait la une des journaux pendant une semaine. En France, tout est bloqué, en fait. Nous, quand on était à l'école, on n'allait pas à l'école dès qu'il y avait de la neige. Imaginez si vous n'allez pas à l'école pendant qu'il y a de la neige, vous n'allez pas à l'école 7 mois de l'année, 8 mois de l'année, quoi. C'est de la folie. Une réalité difficile à imaginer pour ces étudiantes à 11 000 km de la France. Ici, pour que les enfants n'aillent pas à l'école, il faut qu'ils fassent une température inférieure à -55 degrés. Pour éviter les accidents dus au froid, les autorités ont fixé cette limite. Elle a été dépassée 17 fois l'an dernier. Le reste du temps, en hiver, la circulation est aussi dense qu'en été. Les transports en commun assurent un service normal. Sur les chantiers, les maçons continuent leur construction comme si de rien n'était. Et sur le marché de la ville, pas de répit pour la cinquantaine de vendeurs. On les surnomme les forçats du froid. Ils sont salariés du marché et gagnent très bien leur vie, car personne ne veut travailler 11 heures par jour dans ce congélateur à ciel ouvert. Sayana, 31 ans, tient un stand de poissons. Cela coûte 15 € le kilo. Il est énorme. Combien il pèse? Elle vend de la nelma, du saumon sauvage pêché dans les rivières du nord de la Yakoutie. Il pèse 5 kilos. Ça, c'est de la rascasse. Il y en a de différentes tailles et le prix dépend du poids. Au revoir, merci. Pour tenir toute la journée dehors, la jeune femme a superposé les couches de vêtements. J'ai une veste en fourrure. Dessous, j'ai mis 4 pulls. J'ai 2 pantalons. Ils sont aussi en fourrure. Des bottes et la chapka en fourrure. Sans tout cela, on serait gelé ici. Il fait -43 aujourd'hui, par exemple. Chaque vendeur a ses astuces pour résister au froid. La fourrure et un café chaud pour Sayana. Pour son père, Nikolai, 50 ans, de la vodka, même si l'alcool accélère en fait le refroidissement du corps. Sur le stand d'en face, Gavril, lui, a un isolant naturel. Ça, c'est une peau de cerf. Ça tient chaud. Par ces températures, il est déconseillé de rester plus d'1 heure dehors. Car le froid fait des dégâts sur la santé. À Yakoutsk, l'espérance de vie des hommes ne dépasse pas 48 ans,
10 de moins que la moyenne en Russie. Les gens vieillissent plus vite ici, car le froid endommage la peau. On a mal au dos et on attrape des bronchites chroniques. Bien sûr que cela abîme notre santé. En général, ces vendeurs ne travaillent pas plus de 15 ans sur le marché. À la fin de la journée, Sayana est épuisée. Pour rentrer chez elle avec son père, elle prend son camion, dont le moteur a tourné toute la journée. Pourquoi vous le laissez allumer? Il reste allumé parce qu'il fait froid. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Si je l'éteins, il reste gelé jusqu'au printemps. Moteur arrêté, l'huile se fige en 30 minutes. Impossible alors de redémarrer. Cette contrainte a un coût. Un plein d'essence par jour, soit à peu près 100 €. Nicolas et Sayana peuvent se le permettre. Ils gagnent chacun 3 500 € par mois au marché. Ils vivent dans cette grande isba, à 13 km de Yakoutsk. Ça, ce sont des chaussettes super chaudes. Elles sont en laine de mouton. Une gigantesque centrale thermique fournit l'énergie aux 300 000 habitants de la ville. À Yakoutsk, le chauffage est collectif. Dans tous les foyers, il fait plus de 30 degrés. La jeune femme habite avec son mari, intérimaire sur les chantiers, son fils Yann et ses parents. Ils font partie de ces nouveaux arrivants qui sont venus en ces terres hostiles chercher du travail bien payé. Il y a une quinzaine d'années, mes parents ont quitté leur petit village natal pour venir ici. Ils ont trouvé du travail au marché et ils ont commencé à vendre du poisson. Et après, c'est moi qui ai repris le flambeau. Ma mère a ensuite arrêté pour garder mon fils et s'occuper de la maison. En 10 ans, la ville la plus froide du monde a ainsi gagné 100 000 habitants. Jusqu'au 19e siècle, Yakoutsk n'est qu'un petit village de trappeurs. Son essor commence lorsque le régime soviétique envoie des explorateurs en Yakoutie, une région grande comme 5 fois la France. De l'or, du charbon et des diamants y sont découverts. Staline y installe aussi des camps de travail, les goulags. Et pour extraire ces précieuses ressources, il utilise les prisonniers. Indirectement, ce sont eux qui, en quelques années, vont faire de ce petit village de trappeurs la plus grande ville de Yakoutie. Allumez les gyrophares. Une ville où les morts de froid se comptent par dizaines chaque année. Allez, on y va. L'un des rôles de la police, c'est justement de sauver ses habitants qui meurent gelés en pleine rue. Le commissariat, vous me recevez? Le capitaine Yuri Alexev travaille depuis 14 ans dans la brigade du centre-ville. Dès le début de son service, il rejoint des collègues qui viennent d'être abordés dans la rue par une mère de famille. Vous pourriez nous aider, s'il vous plaît? Mon fils a perdu ses moufles dans un magasin et j'ai dû lui donner les miennes. Vous pourriez nous ramener chez nous? Je pensais qu'on pourrait aller à pied à l'arrêt de bus, mais ça paraît très difficile. Tu as perdu tes moufles? Venez avec nous en voiture. Sinon, vous allez geler sur place. Merci beaucoup, vous êtes nos sauveurs. Perdre ses gants par moins 47 degrés peut s'avérer très dangereux. Il fait très froid. J'ai les doigts tout rouges. J'avais peur qu'ils gèlent complètement. Comme je suis institutrice, je n'aurais pas pu tenir la craie sans mes doigts. Allez, merci beaucoup. Bon courage.
Des gens en détresse à cause du froid, Yuri en secourt 1 ou 2 par soir. Mais l'essentiel de son travail, c'est de ramasser des habitants sous l'emprise de l'alcool. Vous êtes ivre? Ouais, j'ai un peu bu. Vous avez vos papiers? Je suis pas en état de vous les montrer. Bon, allez, on va au commissariat. On va le laisser là-bas. Comme dans le reste de la Russie, l'alcool est un fléau à Yakoutsk. La ville en a même interdit la vente après 20 heures. Combiné au froid, l'alcool peut s'avérer fatal en quelques minutes. Il n'y a pas longtemps, rue Gorky, un ivrogne est sorti sans être assez couvert et il s'est perdu. Quand on est arrivé, il était dur comme ça, comme un morceau de ferraille. Quand on commence à geler, on ne sent plus le froid, on a l'impression de brûler et on a tendance à se déshabiller. Souvent, on retrouve les gens congelés par terre, totalement nus. L'année dernière, 148 habitants sont morts gelés, principalement des personnes sous l'emprise de l'alcool. Les blessés, eux, sont admis ici, au centre des blessures thermiques. Ce matin, la chef du service, Svetlana Semenova, soigne 2 grands brûlés du froid. Lui, il a les doigts tout nécrosés. Cet homme n'est resté qu'1 heure dehors sans gants. Il risque de perdre ses premières phalanges. Par grand froid, tout se joue en 5 minutes pour les mains. En fait, l'organisme gèle. Les tissus mous se transforment en glace. La circulation du sang ne se fait plus et la vie s'arrête. Le patient suivant, lui, est un miraculé. Après une nuit d'ivresse, il est resté 4 heures dehors. Tout ça, c'est à cause du gel. J'ai perdu connaissance et je n'ai pas pu rentrer chez moi. Je n'ai même pas réussi à ouvrir la porte. Je me suis endormi devant l'entrée. Secouru par la police, il a été admis à l'hôpital, mais les médecins n'ont pas pu sauver son pouce. Chaque année, à Yakoutsk, plus de 200 personnes se font amputer à cause du froid. Pour supporter ce long hiver sibérien, Christophe, le Français, adopte les habitudes de son épouse Jana. Comme tous les samedis, un grand repas est organisé dans sa belle famille. Vas-y, mange ta soupe. Il y a les spécialités locales, pas toujours très appétissantes, comme cette sorte de boudin blanc. Ça, c'est du sang mélangé à du lait de jument. Le tout dans des boyaux de poulain. Ça, je sais pas exactement ce que c'est des gâteaux avec de la crème. C'est juste un dessert, un dessert tout simple. Voilà. Leur alimentation est adaptée pour combler les carences dues au climat. Le plat le plus important pour eux, le foie de poulain gelé. Qui dit manque de soleil dit manque de vitamine D. Et forcément, il faut compenser. Et le foie gelé, cru, ça contient plein de vitamine D. C'est une des rares sources de vitamine D naturelle. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils se nourrissent de ça. Il y a d'autres traditions locales, un peu étonnantes, auxquelles Christophe a dû se plier. Il n'a pas d'eau courante, donc pas de douche. Alors une fois par semaine, il se rend dans un banya, le bain traditionnel russe. Oh, t'as une belle chapka. Attention, attention à la tête. Ici, c'est très bas. À l'intérieur, il fait plus de 100 degrés, 150 de plus que dehors. Christophe vient toujours avec son meilleur ami, Damdine. Tu fais chaud. Et ici, on a ça,
c'est pour l'odeur, c'est du pain qui est dans l'eau, qui s'évapore. Vous voyez, ça s'évapore déjà avec la chaleur. Et ensuite, après, on peut en prendre, en jeter sur le four pour vraiment envoyer de la chaleur, pour que la chaleur se transmette mieux sur l'ensemble de l'espace, en fait. Avec cette chaleur extrême, pas besoin de savon. Ça permet de nettoyer la sueur, la crasse qui est sur le corps, qui sort du corps. Et ça fait du bien aussi parce que ça gratte et quand on a chaud, ça fait du bien de gratter. En fait, ça vaut toutes les douches de la semaine, quoi. Ah oui, clairement. C'est plus qu'une douche, c'est un art de vie. Allez, maintenant on va se fouetter avec les viniki. Les viniki, ce sont des branches de bouleau qui servent à fouetter le corps pour faire circuler le sang. Mais il y a encore plus viril. Vas-y, jette-toi ici. Particulier quand même, hein. Un peu, ouais. Un peu. Mais c'est tellement bon. Le chaud, le froid. Ah, c'est tellement bon, là, tu relaxes vraiment. Là ? Les Yakoutes devront attendre mi-avril pour que le thermomètre dépasse 0 degré. Ville de l'extrême, cet été, ce sera la canicule. En juillet, il fera plus de 40 degrés. Il s'y prépare depuis des années. Glisser en char à glace sur le lac Baïkal. Bon, tu te rends compte que c'est ton rêve, là, quand même? Ouais. Ah, c'est génial. Élodie Haro et Dominique Blechner se sont lancés un pari fou. Parcourir ce lac dans toute sa longueur. 630 km avec ce drôle d'engin en autonomie complète. Une aventure jamais tentée auparavant. Le lac Baïkal est la plus grande réserve d'eau potable du monde. 1/5 de l'eau douce de la planète, concentrée sur plus de 30 000 km², la taille de la Belgique. Situé en Russie, à quelques centaines de kilomètres au nord de la Mongolie, il est appelé la perle de Sibérie. De décembre à avril, le Baïkal est un désert de glace. Plus d'1 mètre d'épaisseur par endroit. Les voitures y remplacent les bateaux. Des routes de glace sont ouvertes sur le lac. Les véhicules qui les empruntent peuvent peser jusqu'à 10 tonnes. Est-ce que tu peux amener le patin ? À 42 et 48 ans, Élodie et Dominique sont fous d'aventure et de grands espaces. Tout a un impact. C'est que pour tenir tes filets, ça? Elle enchaîne les petits boulots pour financer ses voyages. Lui travaille comme employé dans le secteur bancaire. Ils sont en couple depuis 3 ans et partagent leur amour de l'évasion. Ça, c'est bon. Cette expédition leur a coûté 30 000 €, financée grâce à des sponsors et à une campagne de dons sur Internet. Attends, c'est bon. Leur char à glace est unique. Pendant 2 ans, le couple a cherché à fabriquer la machine la plus adaptée au Baïkal. Il y a des pièces qui ont été usinées spécifiquement pour l'occasion. C'est-à-dire que tout ce qu'on voit là, par exemple, là c'est le génie du constructeur. Il s'est dit, bon bah comment maintenant, à partir de mon essieu, j'adapte un patin alors que d'habitude j'ai une roue. Donc ça c'est... Voilà, donc là il y a eu des discussions, donc ça a été vachement marrant parce que pendant 1 an ça a été, bah tiens, si on faisait ça, si on faisait ci, voilà. Ah, on se caille là tout d'un coup.
Bah, y a un peu de vent, c'est bien. Ouais, oui, sauf qu'il est vraiment face à nous là, donc on va voir ce que ça va donner. Aujourd'hui, le vent est faible. Et ce n'est pas le seul problème. L'enneigement est particulièrement important cette année sur le Baïkal. Élodie et Dominique ont donc été contraints de débuter leur expédition un peu plus au nord que prévu, pour évoluer sur des routes de glace, adaptées à leur char. Ah ouais, ça. Regarde-moi le cadeau. Il y a cette immensité, il y a le bleu, le blanc. C'est envoûtant, voilà. Tu surveilles la voile, hein? Ça y est, elle commence à prendre l'air, là. Objectif de la journée, parcourir une trentaine de kilomètres, en glissant si possible. C'est vraiment des joies de gamin. Mais qu'est-ce que c'est bon. C'est ça la liberté. Allez, allez, allez. T'as vu comme je me promène derrière? Mais le plaisir est de courte durée. À peine 2 kilomètres de glisse. Et déjà, les aventuriers vont devoir progresser à pied. Attends. Quoi? Attends. 70 kilos à tracter pour Élodie, qui tire une Poulka, remorque conçue pour les expéditions sur la neige et la glace. 120 kilos pour Dominique, qui doit déplacer le char et le matériel qu'il contient. Il est quelle heure, là? 16h30. Hein? 16h30, donc tu 16h30? vois. Ouais. Ah, on a encore 2 heures, là. Ah oui. Il leur reste 10 km à parcourir avant la nuit, pour atteindre l'objectif de la journée. Sur la glace du Baïkal, on peut faire des rencontres étonnantes. Là, il y a des vélos qui arrivent, regarde. Hein? Il y a des vélos qui arrivent. Ici, un groupe de touristes russes venus de l'ouest du pays. Eux se déplacent à vélo, sur la glace, grâce à des pneus cloutés. Ce lac inspire beaucoup d'aventuriers et de sportifs. C'est bien. Oh. Ouais. Salut, comment tu t'appelles? Dominique. Tu arrives à glisser avec ça? Salut. Le froid va tomber dans... Voilà, dès que le soleil va se coucher, là il y a encore une grosse demi-heure maximum. À peine, hein? À peine. Donc ça veut dire qu'il faut que la tente soit montée dans 3 quarts d'heure maxi. Il fait moins 15 degrés. Pendant la nuit sur le Baïkal, la température peut descendre jusqu'à moins 40. C'est le piège en fait. Tu montes ta tente à cette heure-là, tu as envie d'enlever tes gants pour pouvoir mieux mettre les bâtons, les armatures dans les trous et tu te gèles les doigts. Dominique est passionné par la banquise. Il a toujours été attiré par la glace et le froid. Ce n'est pas le cas d'Élodie, qui voyage souvent dans des pays très chauds. A priori, je suis naturellement plus attirée vers la terre ferme et vers le désert que vers la mer et la glace et les pôles. Voilà. Donc vous avez tout pour être malheureuse ici. Non, je suis heureuse quand même. Mais je prends un peu sur moi de ce côté-là, oui. Mais sans lui, j'y serais jamais allée en même temps. Donc voilà, c'est bien. Par grand froid, les gestes anodins peuvent devenir beaucoup plus compliqués. Renouveler ses réserves d'eau, par exemple. Il y en a partout autour d'eux, mais la faire fondre est très difficile. Surtout quand le matériel ne suit pas. Pas manger, tu peux t'en passer quelques jours, mais pas boire, ça fait vite très mal.
Voilà. Le réchaud de Dominique fonctionne à l'essence, le seul combustible qui ne gèle pas par ces températures extrêmes. Il faut plus de 15 minutes pour faire fondre la neige. De l'eau indispensable pour se nourrir également. Le couple mange de la nourriture lyophilisée, beaucoup plus légère à transporter, mais difficile à préparer car l'eau regèle en quelques minutes. Si tu essayes chez toi, ton truc il est parfait, quoi, il est bon. Quand tu essayes dans ces conditions-là, ça n'a pas exactement la même consistance. Allez. Là, tu vois, les mains nues, je tiens à peine. Ça fait 2-3 minutes, hein. Ça devient insupportable. Je sais pas si on a choisi le meilleur endroit. Hein. À cause de la température, Élodie ne sort pas de la tente. Le sol en glace diffuse un froid particulièrement agressif. Machin de secours, là. Un tapis de sol isolant, des matelas gonflables, des sacs de couchage spéciaux sont nécessaires. Pour avoir chaud, il faut que le sac de couchage soit ajusté à votre taille. Parce que si c'est trop grand, en fait, le froid rentre. Les nuits sont longues pour Élodie et Dominique, environ 10 heures, mais pas forcément très réparatrices. Bien dormir est rare dans ces conditions. Voilà. Donc là, il fait -20. Pas un souffle de vent ce matin. Un coup au moral pour les aventuriers. Les 30 km à parcourir s'annoncent rudes. Élodie et Dominique commencent à s'interroger sur l'avenir de l'expédition. Bon, qu'est-ce qu'on fait si il fait ce temps-là tout le temps, là? On porte notre truc ou on porte une croix? Exactement, on porte une croix. Bon, est-ce que je te propose? On va regarder la météo à 7 jours. Si les vents ne sont pas favorables, il faudra peut-être abandonner le char et terminer à pied. Un scénario dur à accepter après plus de 2 ans de préparation. Tous les soirs, tu y consacres du temps, tous les week-ends. Tout le monde te suit. Tout le monde te suit, tu laisses rien au hasard. La moindre, tu vas chercher à l'autre bout de Paris ou de la France, le moindre petit ustensile qui va te permettre de réussir ton expé. Donc, quand tout à coup, il y a quelque chose qui se met sur ton chemin, c'est difficile. Sur leur route, le camp de Pechsanaya, ultime trace du stalinisme et de ses goulags. Les fondations des bâtiments du camp de travail sont encore visibles. On y pratiquait la pêche. Les prisonniers mettaient le poisson en boîte pour les soldats de l'armée rouge pendant la Seconde Guerre mondiale. Un goulag qui comptait jusqu'à 1200 prisonniers. Le camp a fermé en 1952, juste avant la mort de Staline. Aujourd'hui, Élodie et Dominique veulent atteindre Rougir, bourgade de 2000 âmes, posée sur l'île d'Olron, la plus grande du lac Baïkal. Historiquement ville de pêcheurs, devenue aujourd'hui un lieu de tourisme. Hôtels et chambres d'hôtes fleurissent un peu partout. L'hiver, on y accède en véhicule, par la route de glace. Après 30 km de marche, Élodie et Dominique y arrivent, épuisés. Allez, l'eau! Ça commence à sentir le bivouac, là. Ah, c'est bon, ça. Le char à glace fait sensation auprès des touristes. La plupart sont chinois. La frontière sino-russe est à quelques centaines de kilomètres. Séance photo obligatoire pour les aventuriers. Voilà. Moi, ça me gêne pas. Je pense que Dom, ça le gave un peu plus. Mais en fait, t'as l'impression d'être aux zoo, quoi. Continuer avec ou sans le char. Il faut prendre une décision ce soir.
Dominique fait un point météo par téléphone satellite avec son frère. Bon, ouais, je t'entends. Alors, ok, juste un point d'abord. Pour partir demain, il nous reste encore 20 km avant le nord. Est-ce qu'on a le vent dans le nez ou pas? Latéral. Ok, salut, bisous, ciao. Les prévisions sont plutôt bonnes. Il dit que ça démarre à quelle heure demain matin? Ah bah non, c'est comme on veut hein, là-dessus. Mais il y a du vent. Dans la nuit, ça va se lever. Donc, Ok. moi, je pense qu'il faut se lever un petit peu plus tôt que d'habitude. Ouais, je suis d'accord. Le Baïkal est un haut lieu du chamanisme. Une croyance vieille de plusieurs milliers d'années. Ces poteaux recouverts de tissu qui surplombent le lac marquent un lieu sacré. Ils font le lien entre les hommes et les esprits. Aujourd'hui, le chamanisme intéresse surtout les touristes qui viennent accrocher des rubans pour que leurs vœux soient exaucés. Ce matin, comme si les esprits avaient entendu Élodie et Dominique, le vent s'est enfin levé sur le lac. Voilà, ça va repartir là. Entre 20 et 30 km/h de vent, un peu moins que les prévisions de la veille. Allez, maintenant ça peut accélérer. Ouais. Mais suffisant pour glisser. Allez. Ça va mon Pierre? Comment les bisous? Comment les bisous? Allez. Encore. Allez. Couple. En 1 heure, le couple va réussir à parcourir une quinzaine de kilomètres. La moitié de leur objectif du jour. Puis les choses se gâtent. Élodie et Dominique vont être confrontés à un obstacle infranchissable avec le char. Les tauros, d'imposants blocs de glace qui s'amoncellent parfois sur des kilomètres. Ils se forment après une période de redoux, la surface du lac se fend, puis l'eau regèle et crée ces murs de glace. Et là, il se passe quoi là? Voilà. C'est fini. On passe pas là. Voilà, c'est ce qu'on appelle une barrière de tauros. Mais une vraie barrière. C'est super beau, mais c'est super impraticable. Le couple tente de contourner l'obstacle. Pour rallier la ville d'Oushkani au nord du lac, il faut retrouver une route de glace. Donc là, le problème, c'est qu'il faut qu'on retrouve la route maintenant. Donc en fait, on va demander un guide. Parce que là, c'est trop grave si on se plante de direction. Et puis là, regarde, c'est que des tauros partout. Where is your guide? Where is your guide? Il est là. Il devrait savoir. Dominique demande son chemin à des plongeurs sous glace. Tu sais où est Oushkani? Oui, je sais où c'est. C'est une tradition russe. C'est du cognac russe. Bonjour, ravi de vous rencontrer. Ah, ça va. Alors pour aller à Oushkani, il faut aller dans cette direction. Et vous vous rapprochez de la côte. Après la barrière de tauros, vous devez prendre à droite. Thank you very much. Nice to meet you. Allez, bonne journée à vous, bon voyage. Thanks. Bon, on peut y aller là? Hein? Oui, mais attendez. Allez. Allez, on y va, là, j'en ai marre, j'aimerais bien qu'on avance.
Élodie et Dominique réussiront à atteindre Oushkani, à l'extrémité nord du lac Baïkal, sans leur char, qu'ils abandonneront finalement dans un village de la côte Est. En 23 jours, ils auront parcouru 550 km.